Latine sur l'une des plus belles frontières au monde. Là-bas, elle sépare le Brésil de l'Argentine. Aucune barrière de douanier, mais des cascades majestueuses. Les chutes d'Iguassou sont considérées comme l'une des merveilles du monde. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la biodiversité exceptionnelle et dont les richesses, vous allez le voir, attirent toutes les convoitises. Sébastien Renouille et Isabelle Robin. Le matin de bonne heure, la vie apparaît. Tous les jours c'est différent. La flore, les animaux que l'on aperçoit. Pour moi, c'est un privilège de travailler ici. À Iguassou, dès 6 h du matin, Juan Ortiz débute sa tournée. Seul, il vérifie les 7 km de passerelles qui, suspendues dans le vide, jalonnent le parc du côté argentin. De l'autre côté, c'est le Brésil. Un panorama différent. Un seul regard embrasse le paysage, les chutes en cinémascope. Plus de 2000 espèces végétales, 450 sortes d'oiseaux. Un concert de cascades. Il y en a 275 à cheval entre deux pays, le Brésil et l'Argentine. Mais ici c'est vraiment bien, parce qu'on est juste au-dessus des chutes. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je ne connais pas beaucoup d'autres endroits, mais c'est une merveille. La vue panoramique qu'il y a ici est l'une des plus belles, des plus complètes de tout le site. On peut voir presque toutes les chutes, et les deux plus importantes, la Salto Bossetti et la San Martín. Un lieu où la nature grandiose côtoie souvent le minuscule. La vie foisonne. Luis et Mariana, gardiens du parc, aiment s'enfoncer dans la végétation avant l'arrivée des touristes. Écoutez et observez. C'est sec, regarde. C'est très sec, regarde en bas. C'est incroyable. La chute San Martín doit avoir le quart de son débit. Le niveau de la rivière est si bas que l'on pourrait traverser à pied jusqu'à l'île. Voilà à quoi ressemble la rivière avec le manque de pluie. En ce moment, l'eau est très basse. Il faudrait que le niveau des pluies revienne à la normale pour que le fleuve remonte. Les barrages brésiliens doivent retenir l'eau afin de générer l'électricité. C'est pour cela que le niveau du fleuve est très très bas. Et ils n'y peuvent rien. En amont de la rivière, les barrages sont gérés par une société brésilienne qui contrôle le débit d'eau des chutes. Si les Argentins sont prévenus trop tard d'une ouverture des vannes, le parc risque un tsunami. Marcelo Zuliani, l'ingénieur, le sait bien. Il se souviendra longtemps du mois de juin 2005, ce jour-là. Il a eu la peur de sa vie. Ça nous a surpris la vitesse à laquelle c'est arrivé. À ce moment-là, le fleuve était à son niveau maximal et des tronçons de passerelles ont commencé à s'arracher. Là, on voit des morceaux de passerelles manquantes. Coincé entre deux passerelles lors d'une crue importante, il est resté bloqué pendant plusieurs heures. Le bassin fait 700 km de long sur 200 de large environ. Nous, on est ici et tout le reste, c'est le Brésil. Et je ne peux pas traverser la frontière comme ça. Les Brésiliens doivent nous fournir gentiment les informations concernant le fleuve en amont. Et 3 fois par jour, je fais un monitoring du fleuve pour voir si tout va bien.
Je suis né au milieu des moteurs. Mon père était mécanicien. Et j'ai suivi sa voie. Tous les jours, 3 locomotives transportent les employés dans les secteurs du parc les plus reculés. Tu veux du maté? Malgré le maté, une boisson traditionnelle, énergisante, Juan n'ira pas au-delà des limites réservées aux visiteurs. Le parc d'Iguassou est pourtant plus vaste, 67 000 hectares. Agustín Paviolo, le biologiste, le sillonne de toutes parts à la recherche d'un animal rare et convoité. C'est un animal vraiment très farouche, avec un très bon odorat, une très bonne ouïe. C'est très difficile de le surprendre et de le voir sans qu'il s'en rende compte. Ça, c'est un appareil équipé d'un capteur. Ce capteur est sensible à la chaleur de l'animal et il prend la photo dès qu'il le détecte. Ça, c'est un collier GPS. Dès qu'on capture un animal, on lui pose ce collier. Et ensuite, on peut suivre ses habitudes, ses mouvements. L'un des yaguaretés que l'on suit se déplace fréquemment à proximité des chutes. Il vit sa vie tranquillement, sans déranger les touristes. Là, on entend le rythme de son pouls. L'animal a commencé à se déplacer, le pouls s'est accéléré. Il est beaucoup plus rapide. De retour au laboratoire en pleine forêt, Agustín tient à nous montrer l'animal qui est devenu peu à peu l'emblème du parc d'Iguassou. Alors voici Guacurari, pris par une caméra cachée. Il est arrivé, il s'est allongé comme ça devant la caméra. Il avait approximativement 10 ans. Il était en parfaite santé, il aurait pu vivre au moins 5 ans de plus s'il n'avait pas été tué. D'une certaine façon, il était le symbole de notre recherche sur la conservation de l'espèce. Car l'animal, recherché pour sa peau, suscite une recrudescence du braconnage. Il ne reste qu'une centaine de spécimens dans toute l'Argentine. Nous retrouvons Mariana accompagnée de Javier. Régulièrement, il piste le félin et tente de surprendre d'éventuels chasseurs. Ça, c'est une empreinte de puma. Il fait une trace avec sa patte et il urine pour marquer son territoire. Ça nous aide beaucoup car ça permet de savoir s'il y a des félins dans le coin. On a passé 2 ans à arpenter la forêt sans en croiser aucun. Et à un moment, on était là sur le sentier et il apparaît. Et le voici enfin, le jaguareté. C'est une émotion qui ne se décrit pas. C'est un animal de grande stature. Le mâle fait plus de 2 mètres de long, avec une tête imposante et un cou très robuste. C'est un peu comme Schwarzenegger, version chat. À quelques kilomètres, un autre animal, bien plus inoffensif, est dessiné sur un tableau noir. C'est le coati. Les enfants apprennent son nom dans leur langue maternelle, qui n'est ni l'espagnol ni le brésilien, mais le guarani.